RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme. Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne RTVE et en particulier de la rubrique de Tonga Congo. Nous avons la fois passé parler des tri, c'est-à-dire l'arrangement des données et puis du type de données. Aujourd'hui, on va voir comment les données sont configurées dans l'ordinateur et nous allons poursuivre notre algorithme de tri parce que nous avons vu le tri sort seulement natif comme ça, sans les spécifications, donc de façon brute, de façon voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va parler des détails de ces types-là, mais d'abord, on va parler de la représentation des données dans l'ordinateur. Donc, nous allons rappeler d'abord ce que c'est qu'un algorithme, parce que les tris sont des algorithmes qui font des travaux là bien spécifiques pour arriver à ranger les données. Donc, nous avons défini d'abord l'algorithme, on va le rappeler. Un algorithme est une série d'instructions ou de règles définies d'une manière logique et ordonnée pour résoudre un problème ou accomplir une tâche spécifique. C'est la planche 30. La planche numéro 30. Donc, un algorithme est une série d'instructions ou de règles définies d'une manière logique et ordonnée pour résoudre un problème ou accomplir une tâche spécifique. Planche 30, planche 30. En informatique, les algorithmes sont utilisés pour traiter les données et exécuter des opérations de manière efficace. Planche 31. On a donné l'exemple d'un tri. C'est ce qu'on avait déjà donné la fois passée parce qu'on continue, on récapitule un peu. Ça, c'est un petit programme qui fait le tri à partir des données, comme vous avez vu la const array, new array 91. L'array, c'est une table, une sorte de vecteur qui contient des données. Les données que ça contient, c'est 91, 109, 015, 11 et 905. Alors, après là, on a demandé à sort de demander à l'ordinateur de trier ces données-là. Et puis après, on a affiché ces données triées, séparées de la barre verticale. Ce qui nous a donné le tri 109, 11, 13, 905 et 91. Ça, c'est le titre ordonné parce que la méthode sort trie les données, toutes les données, que ce soit numérique ou alphanumérique ou caractère, tout ça. Il les trie les considérant comme étant des chaînes de caractères. Comme ici, nous avons par exemple 109 qui est venu avant 11. Normalement, c'est 11 qui devait venir avant 109. Mais puisque 1 et 1, c'est le même chiffre, là, ça ne fait rien. Entre 0 et 1, le 0 vient avant. Le 0 est plus petit que 1. Donc, il considère que 109 vient avant parce que c'est un tri littéral, un tri de chaînes de caractères et non pas un tri de nombres. Les nombres ici sont considérés comme des chaînes de caractères. Des chaînes de caractères simples. Planche numéro 32. Voilà, nous avons notre série triée là-bas, 109, 11, 13, 905, 91. Comment comprendre ces tri? Array sort. Array sort considère toutes les données, nombres soient-elles, comme des chaînes de caractères. Donc, la chaîne 109 est la succession de 3 codes ASCII, alphanumériques, distincts. Ce sont des caractères en 8 bits. C'est-à-dire, les caractères dans l'ordinateur sont toujours enregistrés sur 8 bits. Donc, 3 caractères sont toujours enregistrés sur 3 caractères sont toujours enregistrés sur 3 octets. Octets plutôt, bytes. Donc, les 3 caractères 109 sont enregistrés dans 3 codes ASCII distincts qui sont des caractères en 8 bits ou bien un octet individuel. Donc chaque caractère là est individualisé et non pas pris dans l'ensemble pour faire le nombre 109, mais pour faire une chaîne 109. Le 1 a son ASCII 31 hexadécimal ou 49 décimal ou 11001 en binaire, suivi de 0 qui a son ASCII 30H ou 48 décimal ou 11000 binaire. Et le 9, ASCII 39 ou 59 décimal en binaire 11001. Deux chaînes se comparent caractère par caractère, byte par byte et bit par bit de la gauche vers la droite. Un bit manquant est assimilé à 0. Comme là nous avons 109, c'est l'ASCII 31, l'ASCII 0 et l'ASCII 9. Tandis que pour l'autre là, 11, c'est l'ASCII 31 et l'ASCII 31 qui se succèdent. Donc l'ASCII 38, l'ASCII 31, l'ASCII 30 vient avant l'ASCII 31. C'est comme ça que le 109 est venu avant le 11 qui est plus petit. Mais c'est un tri littéral. La même chose pour le 905 qui vient avant le 91. Parce que 0 est plus petit que 1, donc littéralement on le trie avant le 91. 905 est trié avant 91. Donc ce qui donne ce tri-là qui est tout à fait logique
en considérant que c'est une chaîne de caractères 109, 905, ainsi de suite. Planche numéro 33. Le nombre 109 décimal en base décimale, c'est-à-dire la base qui a des digits des chiffres 0 à 9. 10 chiffres de 0 à 9, ça fait une base décimale parce que c'est 10. Le nombre 109 décimal, quant à lui, est représenté en un seul code de 2 caractères, 2 nibles. C'est-à-dire, si vous considérez le 109 là comme nombre, comme chaîne de caractères, il sera enregistré dans 3 bytes, dans 3 octets. Mais si vous le considérez comme nombre, en tant que chaîne, c'est 3 bytes. En tant que nombre, il n'est enregistré que dans 8 bits, c'est-à-dire un octet. Là, on économise 2 octets. Donc le nombre 109 décimal, quant à lui, est représenté en un seul code de 2 quartets, 2 nibles ou 8 bits égale 1 octet ou byte. C'est l'équivalent de 155 à base octale, 6DH en base hexadécimale, 010101 à base binaire. Parce que dans l'ordinateur, toutes les données sont enregistrées sous format binaire, juste une succession de 0 et de 1. Même si vous enregistrez un nombre de 1 million, il sera converti en base binaire avant d'être enregistré dans les registres de l'ordinateur, avant d'être travaillé et utilisé. En tant que nombre, il se lise et se calcule comme suite. Parce qu'on a vu que la fois passée, ces nombres étaient considérés comme des chaînes de caractères, pas des nombres comme tels. Cette fois-ci, on va voir comment les nombres sont utilisés. Tout ça, l'ordinateur sait que ça c'est un nombre ou une chaîne de caractères. Quand vous spécifiez le type de données, comme chaîne de caractères, il va considérer chaque nombre comme caractère séparé. Mais quand vous les précisez comme nombre, alors maintenant il va utiliser la méthode que nous allons décrire ici. Par exemple, nous avons 109 décimales. Comment l'ordinateur sait le nombre de cette ordre de ce cas-là? Les nombres sont représentés par des bits, des digits comptés de droite vers la gauche. Donc dans le sens inverse de notre lecture ordinaire. Alors le nombre le plus à droite a une position 0 ou un poids 0. Celui qui vient après a le poids 1. Donc on compte à partir de 0, 0, 1, 2, ainsi de suite jusqu'à l'extrême gauche. Donc le 109 là, le premier nombre c'est le 9 parce qu'on compte à partir de gauche. Là c'est la position 0. Le 9 là c'est le poids. On le multiplie par la base, la valeur de la base qui est la base décimale, exposant la position. Donc 9 fois 10 exposant 0, plus 0 qui vient après le 9 dans le sens de la gauche, multiplié par toujours la base exposant la position. 10 exposant 1. Plus 1, c'est le dernier nombre, les deux chiffres que nous avons là. 1 fois 10 qui est la base exposant 2, parce que c'est la deuxième position à partir de la droite. Ce qui donne 9 fois 1, 10 exposant 0 c'est 1. 10 exposant 1 c'est 10, mais 0 fois 10 c'est 0. Et puis le troisième c'est 1 fois 10 exposant 2. 10 exposant 2 c'est 100. Ce qui donne 9 plus 0 plus 100. Nous retrouvons notre nombre 109 décimal. Donc la procédure est exacte. C'est la même procédure pour toutes les bases. Par exemple, quand nous avons le nombre 109, c'est l'équivalent de 155 en base octale, ça base 8, c'est-à-dire qu'il n'a que 8 chiffres de 0 à 7. C'est l'équivalent de 6DH en base hexadécimale qui a 15 chiffres, 15 digits, de 0 à F. On a vu que les chiffres se limitent à 9. Pour représenter des nombres de quantités supérieures à 9, il faut créer d'autres caractères ou bien emprunter au caractère de l'alphabet. C'est comme ça que à partir de 10, on a emprunté le A qui représente 10, le B qui représente le 11, le C qui représente le 10, le D qui représente le 13, et puis le E qui représente le 14, le F qui représente le 15. Ça, c'est en base octale. Maintenant, nous sommes toujours en base octale, c'est-à-dire la base de numération qui a des chiffres de 0 à 7. Donc, nous avons par exemple le chiffre le plus à gauche, le plus à droite, la position 0, 5 fois le nombre de la base, qui est 8 exposant 0, plus le deuxième chiffre, celui de gauche, en allant vers la gauche, c'est 5 fois 8 exposant 1. Et puis le troisième chiffre, c'est 1 fois 8 exposant 2, parce que la base c'est 8. Nous avons donc 5 fois 1, parce que 8 exposant 0 c'est 1, 5 fois 8, et puis 1 fois 64, 8 exposant 2 c'est 64. Ce qui donne 5 plus 40 plus 64, ce qui vous donne normalement 109, si vous calculez ça. 5 plus 40 plus 64, ça doit donner normalement 109 décimales. En hexadécimal, c'est 6DH.
Ça dit que la base c'est 15. La base c'est 15, mais le numéro de la base c'est 16. Là, on a le premier chiffre D. On avait vu comment on numérote les chiffres hexadécimales. A c'est 1, D c'est 13, et puis F c'est 15. Donc nous avons D qui correspond à 13 décimales fois la base exposant 0 plus 6 fois 16 exposant 1 à la base toujours hexadécimale, ce qui donne 13 plus 96, ça donne, nous retrouvons notre nombre 109. Et en base décimale, comment ça se calcule? La base décimale binaire, on avait dit que c'est ça la base qui est utilisée, l'unique base d'ailleurs, qui est utilisée dans les ordinateurs. Tout est représenté en format 0 et 1, en base binaire. Donc c'est cette forme-là, ce format-là que nous allons maintenant voir. Le nombre 109 décimales, ça se représente en binaire sous forme de une succession de 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1B. Un peu comme les histoires de votre histoire, là, c'était quoi, Télécope, là, c'est TSF, c'est quoi là. Ici, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1 binaire. Ce qui correspond à 1, le premier chiffre à droite, 1 fois 2 exposant 0, 2 c'est la base binaire, plus 0 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 1 exposant 2 fois 2 exposant 3, plus 0 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 5, plus 1 fois 2 exposant 6. De tout là, quand vous additionnez, ça vous donne 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 0 plus 32 plus 64. On retrouve notre nombre 109. Donc les représentations sont correctes et les calculs sont exacts aussi. Maintenant, nous passons à la planche 34. Notre nombre était donc 109. Le nombre trié, c'était 109, 11, 13, 905, 91. Bref, les codes ASCII de 0 à 9, en tant que caractères, sont des valeurs littérales à prendre comme telles à partir de leur stockage. C'est-à-dire, même quand il faut les afficher, on affiche les caractères correspondant à ces nombres-là. On ne les recalcule pas. Mais quand c'est affiché en tant que nombre, en ce moment-là, on pratique les calculs qu'on a démontrés là pour représenter, pour trouver leur valeur qui sera affichée à l'ordinateur ou qui sera calculée si c'est utilisé dans des procédures de calcul de tout ça. Donc, les codes ASCII de 0 à 9 en tant que caractères sont des valeurs littérales à prendre comme telles à partir de leur stockage. Leur stockage, c'est-à-dire l'endroit où ils sont enregistrés dans l'ordinateur. 0 à son ASCII, 48,2. C'est-à-dire, si vous prenez votre clavier, le gros clavier là, pas le clavier des petits ordinateurs, vous appuyez la touche Alt, vous gardez la touche Alt appuyée et que vous tapez avec le pavé des touches numériques 48 et vous lâchez la touche Alt, vous verrez afficher à l'écran le chiffre 0. C'est que le code ASCII 48 correspond au chiffre 0. Et si vous faites Alt, Alt gauche là, appuyez, vous gardez appuyé, vous faites 65, c'est le code ASCII de A majuscule. Vous verrez que si vous appuyez Alt majuscule, vous faites 65 avec le pavé de touche numérique, il va vous afficher les chiffres le nombre A majuscule, parce que c'est le code numérique que vous avez, le code ASCII que vous avez appuyé là, que vous avez demandé. Donc 0 est représenté sous forme de 48 décimales ou 30 décimales ou en format interne de l'ordinateur comme 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 binaire. Donc de 0 à 9, et le 9 est représenté par 57 décimales ou 39 hexadécimales ou 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 B. Donc les nombres sont, leurs valeurs ASCII 0 à 9 sont compris entre 48 décimales et 57 décimales. Chaque ASCII occupe un byte ou 2 quartets égale 8 bits. Donc si vous avez un chiffre de 5, un nombre de 5 chiffres, il vous occupe 8 bytes, 8 octets. Si le même nombre là, si vous le représentez en nombre dans l'ordinateur, il va vous occuper seulement un octet. Ça facilite les calculs et puis ça occupe moins de mémoire. Donc la chaîne de caractères 48 par exemple est une suite de 2 ASCII ou octets. Le premier ASCII c'est 4 ASCII 34 H bien 0 0 1 1 0 1 0 0 B dont le graphique correspond à 4. L'ordinateur ne sait pas que c'est le nombre 4 ou le chiffre 4. Lui il sait que le code là correspond à l'ASCII 4. Comme on a dit que le code 65 correspond au chiffre A. Le code 6 c'est combien là correspond au point final. Donc le code ASCII 8 qui correspond au décimal 56 ou 36, 38 hexadécimal ou en binaire tel que c'est représenté dans l'ordinateur, c'est un bit non activé, un bit non activé, un bit activé, un bit activé, un bit activé,
1 0, c'est-à-dire un bit non activé, 1 0, un bit non activé, un bit non activé. Donc, le graphique de ce code-là, ça fait 8. Si vous faites Alt droite, vous appuyez, vous composez le chiffre 56 avec le clavier, le pavé des chiffres de votre ordinateur et que vous lâchez le tout, vous verrez, il va s'afficher le chiffre 8. Parce que Alt suivi de ce chiffre-là, il comprend que vous lui donnez le code ASCII d'un caractère que vous voulez voir affiché à l'écran. Si vous avez des caractères spéciaux, comme des caractères spéciaux qui ne sont pas représentés dans le clavier, vous pouvez avoir ces caractères en composant leur code ASCII. Vous faites Alt plus le code ASCII, ce caractère va s'afficher à l'écran dans votre texte et comme ça vous pouvez continuer la saisie sans problème. Quand vous tapez donc, comme je dis là, Alt de gauche plus 52, donc Alt de gauche, vous gardez Alt appuyé, vous composez le chiffre, le nombre 52 et vous lâchez le tout, il s'affichera 4 à l'écran. Et puis si vous tapez encore Alt gauche 56, il s'affichera 8 à la suite de 4. Donc vous allez composer 48. Donc 48 n'a pas été traité comme nombre, mais il a été traité comme chaîne de caractères, le caractère 4 et le caractère 8, comme tous les autres caractères A, B, C ou les points d'interrogation, les points les caractères de ponctuation. Ainsi donc, la chaîne de 2 octets, 48. Donc 48 c'est la chaîne de ASCII 52 et de ASCII 56. Planche numéro 35. Tandis que les codes ASCII des numériques, par exemple de 0 à 9, en tant que nombre, doivent être calculés à partir de leur code numérique avant de connaître leur valeur numérique exacte. On a fait ce calcul avant. Le digit 0 correspond à 0,2, à 0 binaire. Le digit 9 correspond à 9 décimal ou 1001 binaire. Digit hexadécimal, F égale 15 décimal, 1111B. Donc le chiffre F, en tant que chiffre, il correspond à un quartet rempli de bits activés. C'est-à-dire 1, 1, 1, 4 fois suivi de. Si vous faites 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 4, 4 plus 2, ça fait 6. 1 fois 8, ça fait 8 plus 6, ça fait 14. Plus le 1 là, ça fait 15. Donc le F correspond au nombre 15. 48D est représenté dans un seul. Le nombre suivi par D, c'est la base. Quand on fait 48D, c'est 48 en base décimale. 48O, c'est la 48 en base octave. 48H, c'est 48 en base hexadécimale. Donc 48 décimales est représenté dans un seul octet, comme on l'avait vu, au lieu de 2 avec des chaînes de caractères. Si c'est une chaîne de caractères, 48 va prendre 2 octets. Mais en tant que chiffre, il prend qu'un seul octet. Donc on économise de la place dans l'ordinateur, on économise le temps de traitement parce qu'on va traiter seulement un seul octet au lieu de 2 octets. Et puis ça facilite des calculs arithmétiques. C'est comme ça qu'il y a des types nombres et des types alphanumériques, parce que les types nombres sont déjà préparés pour les calculs mathématiques et les calculs au lieu de traîner, les calculs iront quand même très vite pour diminuer le temps de traitement dans l'ordinateur. 48D est représenté dans un seul octet au lieu de 2 avec les chaînes de caractères dans le format numérique binaire 001100B. De la droite vers la gauche, l'un des 1 est à la 4e position. Et si vous comptez 0, 0, 0, 0 et 0, 1, 2, 3, le premier 1 à partir de la droite est à la 4e position et l'autre à la 5e position. Donc la valeur du poids numérique de ce nombre est 2 exposant 4 égale 16 plus 2 exposant 16 égale 32, ce qui donne 48 décimales en tant que nombre. Planche numéro 36. Donc avec un seul byte, planche numéro 36, avec un seul byte ou octet 8 bits, on peut représenter 256 nombres décimaux différents, de 0 à 255. Donc 255 plus les 0, ça fait 256. Ça se représente en hexadécimal sous forme de FF. F c'est 4, c'est un quartet rempli de 1. Donc quand on a FF, en binaire c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, en représentation binaire. On économise donc un byte pour les nombres numériques par rapport au nombre alpha à 2 chiffres. C'est-à-dire nombre alpha considéré comme chaîne de caractères, pas en tant que valeur comme telle. Et 2 bytes, on économise 2 bytes pour les nombres à 3 digits
en plus de la facilitation des opérations arithmétiques. Avec un seul word ou 2 octets ou 16 octets, on peut représenter jusqu'à 65 536 nombres décimaux, donc de 0 à 65 535 décimales. FFFF, ça donne, parce que 4, on a 2 octets. Le premier octet, ça peut prendre 2 digits. Ici, nous avons 2 octets, ça fait un word. Donc, nous avons FFFF au maximum qu'on peut représenter dans ces bytes-là. Donc, au maximum, on peut représenter 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4 fois. Parce que le 1, c'est le bit activé qui représente un nombre. Les 0, c'était un bit qui ne représente pas de nombre. Donc, quand tous les bits sont remplis comme ça, c'est le nombre maximal qu'on peut représenter dans un contenant, soit de 8 bits, soit de 4 bits, soit de 16 bits, soit de 32 bits. Comme nous avons des ordinateurs à 32 bits, ça dit ils peuvent représenter une donnée unique avec 32 bits. Nous avons aussi des ordinateurs de 64 bits qui peuvent représenter une donnée au maximum avec 64 bits. Donc, en format binaire, on économise donc 4 bytes pour le nombre à 1 digit et un byte pour les nombres à 4 digits. Il faut signaler quelque chose ici. Quand le nombre est rempli comme ça de 1, il y a des types signés et des types qu'on appelle assigned, c'est-à-dire non signés. Pour le type signé, le bit le plus extrême à gauche, c'est le bit de signe. Quand c'est 1, il représente un nombre négatif. Quand c'est 0, il représente un nombre positif. Comme ici, nous avons par exemple dans notre word là, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Si on doit considérer ça comme un nombre signé, le dernier chiffre à gauche, c'est le bit du signe. Là, ça fait 65 536 divisé par 2 négatif. Mais si on les considère comme un nombre non signé, là, il représente le nombre 65 536. Donc, il y a des nombres signés, des nombres non signés, il y a des caractères, des nombres littéraux, alphanumériques, il y a des nombres numériques. Donc, avec un seul double word, 2 words ou 4 octets, 32 bits, on peut représenter 4 294 967 296 nombres décimaux différents. De 0 à 4 294 967 295 D. Remplis de F, de 1, 1, 1, 1, 1 en format binaire. On économise donc 9 bytes pour les nombres à 1 digit et 1 byte pour les nombres à 9 digits. Quelle économie avec des milliards de milliards. Donc, avec plus le nombre devient grand, plus la représentation numérique devient avantageuse pour représenter les nombres. Parce qu'avec un très grand nombre, on utilise beaucoup de bytes pour représenter chaque caractère de ce nombre. On utilise seulement un seul contenant pour représenter ce nombre-là. Planche numéro 37. Comment distinguer un numérique d'un alpha? Quand l'ordinateur entre dans un contenant, là, un registre ou bien une zone mémoire, il trouve un code. Comment reconnaître que c'est un code alpha qui doit considérer caractère par caractère ou bien que c'est un nombre numérique qui doit calculer pour trouver le nombre? Donc, comment distinguer un numérique d'un alpha? Il n'y a donc aucune possibilité de savoir si un code ASCII représente ou se rapporte à un caractère alphanumérique ou représente un nombre. Tout code peut être traité comme alpha ou comme numérique. Le même nombre exprimé sous forme de nombre, si vous voulez que l'ordinateur le considère comme caractère, il va le considérer comme caractère. Si vous voulez que les nombres exprimés sous forme littérale, c'est-à-dire caractère par caractère, soient traités comme des nombres, l'ordinateur va les considérer comme des nombres, un très grand nombre. Donc maintenant, c'est là qu'intervient l'intérêt de la définition des variables avant leur première utilisation pour que l'ordinateur sache comment traiter le code là. C'est l'intérêt de la déclaration des variables et de la définition des variables. Quand c'est un numérique, le code qu'il va trouver là-bas, il va calculer d'abord sa valeur qu'on a fait là-bas. Si on définit que c'est une chaîne de caractères, il va les considérer comme tel, c'est-à-dire sa calcul, il les prend en gros comme ça. Comme on peut définir aussi que c'est une fonction, là il sait que c'est un code exécutable, c'est-à-dire il sait qu'il va considérer ces codes-là comme des instructions à exécuter. Donc c'est pour cela qu'en JavaScript, le JavaScript fait le hosting quand une fonction est définie après sa première utilisation. C'est-à-dire, quand vous appelez une fonction, cette fonction doit normalement être définie avant son premier appel. Et quand ce n'est pas fait, pour éviter des confusions, JavaScript, en lisant le code du programme, il prend
la fonction qui est définie après son premier appel, il le met en avant pour qu'il connaisse comment traiter les codes de cette fonction-là. Quand le programme est déjà défini, l'ordinateur sait que c'est une fonction et il sait quelles sont les instructions qui sont dans cette fonction. Et quand on va invoquer cette fonction, quand vous faites par exemple sinus de 4, c'est une fonction. Alors, quand vous allez appeler sinus 4, l'ordinateur sait que il y a des algorithmes qui calculent les sinus là et il va calculer le sinus du nombre 4 que vous devez présenter. Planche numéro 38. Maintenant, nous entrons dans les types de données. Il n'y a aucune possibilité de savoir si un code ASCII représente ou se rapporte à un caractère alphanumérique. On avait dit ça, c'est l'intérêt de tout ça. Voir l'exemple ci-après. Planche numéro 39. Par exemple, ici, nous avons la fonction fdisp5. C'est-à-dire c'est une fonction que nous définissons qui doit afficher le chiffre 5. Si nous l'appelons comme ça, vous voyez qu'il est défini après son premier appel. La définition, c'est en bas là-bas, au-dessus de barre script. Script, c'est pour définir que ici commence un groupe de fonctions, soit des codes à exécuter. Nous avons défini la fonction fdisp comme étant une constante, à ne pas modifier. Et puis le nom de la fonction, nous avons appelé fonction P, la fonction qui affiche le paramètre P qui est envoyé. Par exemple, quand on appelle fdisp, le paramètre c'est 5. Donc la fonction fdisp, c'est une fonction qui a le paramètre P. Et qu'est-ce qu'il va exécuter? C'est ce qui est entre les crochets là, les curly brackets comme on dit en anglais. Donc il va alerte, c'est la fonction qui affiche à l'écran. Qui affiche à l'écran le nombre ou le caractère qui est entre parenthèses là, il affiche à l'écran. Donc nous appelons en haut là-bas, en dessous des scripts de 100 barres, nous appelons fdisp, avec la fonction 5, mais la fonction est définie après son premier appel. Donc l'ordinateur ne l'a pas reconnu, il dit encore difference error, can't access lexical declaration fdisp, before initialization. Définition de la variable après. Donc il faut maintenant mettre la fonction là au-dessus. Pourquoi? Parce que si c'était une fonction ordinaire, il allait faire le hosting. Mais ici, ce n'est pas une fonction ordinaire. C'est on appelle ça expression de fonction. C'est-à-dire une fonction dont l'adresse est assignée à une variable. C'est une expression de fonction. Avec les expressions de fonction, le JavaScript ne fait pas le hosting. C'est-à-dire qu'il garde les choses dès qu'il les trouve dans leur position. Donc quand vous appelez fdisp, il n'a pas trouvé la définition de fdisp avant le premier appel. Donc il va dire, lancer ce message-là, encore de référence error quand access lexical declaration parce qu'il n'a pas trouvé. Parce que c'est une expression de fonction et non pas une fonction ordinaire. Ça c'est l'exemple de la définition avant l'appel de la fonction pour que l'ordinateur sache ça se rapporte à quoi? À un nombre, à une fonction, à un nombre signé, à une chaîne de caractères, tout ça. Bon, planche numéro 40. Ici, détail en bit, nous avons vu comment la représentation des nombres en chiffres, en numérique, comment ça économise, ça épargne la taille de mémoire enregistrée et comment ça épargne la mémoire de l'ordinateur. Si vous utilisez des grands nombres comme chaîne de caractères, l'ordinateur sera vite saturé et vous serez à court de mémoire. Donc il faut représenter les nombres en tant que numérique. Mais les nombres aussi ont leur taille. Par exemple, les entiers, en C, en langage C, les int, les intègres, c'est-à-dire les nombres entiers sans virgule, il y a deux types. Les types à 16 bits et les types à 32 bits. Ça dépend de la structure. Il y a les types C, des entiers short, qui n'ont que 16 bits. Il y a des types longs qui ont 32 bits ou 64 bits. Il y a des types longs qui ont 64 bits. En C++ et Java, il y a des types entiers qui ont 32 bits, c'est-à-dire 32, 1, 1, 1, 1, 1 au maximum, ou bien une combinaison de 1 et 0. Il y a le type long qui a 64 bits. En Python, il y a le type entier qui est illimité, il y a une taille illimitée, ça dépend seulement du nombre de la taille de la mémoire. En JavaScript, donc, il y a les nombres qui ont au maximum la valeur de 63 qui sont exprimés en 64 bits et les big int qui sont illimités. Donc, c'est l'intérêt de définir les variables avant leur première utilisation. Si vous mettez un nombre là, int 16 bits, et que vous croyez que vous l'utilisez en 64 bits, l'ordinateur ne saura pas combien de bits il va compter pour ce nombre-là qu'il doit utiliser. Il risque de déborder, de prendre les données qui viennent après, les incorporer dans le nombre qu'il est en train de lire, ou bien au lieu de lire les 16 bits,
de lire 8 bits par exemple. Et là, l'ordinateur va vous afficher des faux résultats. C'est l'importance donc de définir les données avant leur première utilisation pour que l'ordinateur sache qu'en les utilisant, en les lisant dans la mémoire, il va prendre combien de bits et il va traiter ces bits combien, comment. Si vous les utilisez comme chaîne de caractères, il sait que les chaînes de caractères, chaque caractère a 8 bits, donc un octet. Donc il va lire seulement, vous avez mis un chiffre, un nombre de 64 bits, mais lui, puisque vous l'avez demandé de lire seulement comme chaîne de caractères, il va lire seulement les 8 premiers bits, donc la lecture sera fausse et le nombre sera faux et le résultat que l'ordinateur va donner à la fin sera faux aussi. C'est comme cela, vous avez, ça c'est l'importance de définir les types de variables avant leur utilisation. Pour que l'ordinateur sache c'est quelle taille dans la mémoire, il commence où et puis il se termine où, combien de bits il faut lire, ainsi de comment traiter ces bits. C'est ça qu'on appelle type de données. Plage numéro 48. Format de bits de nombres flottants. Les nombres flottants sont enregistrés différemment. En C ou C++, il y a les floats qui ont 32 bits aussi. On va voir comment décrypter ces nombres-là. Il y a les floats 32 bits et les double floats 64 bits qui ont une précision plus grande. Donc là on a dit double précision en anglais. En Java, il y a des floats 32 bits, il y a des doubles précisions qui sont à 64 bits. En Python, il n'y a que des floats à 64 bits. Donc la plus grande précision. En JavaScript, on n'a que des nombres. Tous les nombres sont des nombres à 64 bits. Maintenant, c'est quand vous utilisez ces nombres-là que l'ordinateur saura s'il faut les traiter comme entiers ou comme des nombres flottants ou comme des chaînes de caractères. Planche numéro 42. Il y a encore les big int. Les big int sont des grands entiers qui ont une taille illimitée. C'est-à-dire que vous pouvez représenter le nombre qui dépasse tout contenant qui est dans l'ordinateur, tout registre, tout bus, c'est-à-dire les câbles qui transportent les données. Il y a des 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, 64 bits. Maintenant, ces bits-là sont limités. Comme je dis là, il y a 8 bits. Mais maintenant, comment représenter des grands bits? Comme les big int, là, les nombres qui dépassent cette capacité-là de stockage ou de transport de véhiculation. C'est comme ça qu'on a créé des big int qui sont traités un peu de façon spéciale. Comme vous voyez en Python, les int ont une taille illimitée. Leur allocation est dynamique. C'est-à-dire, quand le nombre dépasse le contenant attendu, maintenant, l'ordinateur crée un autre contenant pour augmenter la taille de ce nombre-là pour pouvoir représenter un nombre plus grand encore, ainsi de suite. Quand le nombre est petit, il réserve seulement un petit contenant pour enregistrer ce nombre-là. En Python, nous avons les int illimités. En JavaScript, nous avons des big int illimités, de taille illimitée. En Java, nous avons des big integers qui ont aussi une taille illimitée. Planche numéro 43, structure interne de big int. Les digits dans un big int en Python, planche numéro 43, les digits dans un big int en Python sont des valeurs entières qui représentent des segments du nombre en base 2 exposant 30 ou 2 exposant 15. Nous avons vu que en hexadécimal, en base hexadécimale, le nombre le plus grand c'est 2 exposant 4 qui représente 16. Tandis que dans les big int, le nombre, la base, le nombre le plus grand qu'on peut représenter dans un segment, c'est 2 exposant 30 ou 2 exposant 1. Ça vous permet de représenter les grands entiers. Dans ce 2 exposant 30, nous allons voir sa valeur plus loin. On peut représenter donc des nombres de base 2 exposant 30 ou 2 exposant 15. Ça dépend du système. Chacun de ces segments est la valeur d'un digit distinct de base 2 exposant 30 ou 2 exposant 15. D'autres systèmes utilisent 2 exposant 32 et 2 exposant 64 comme les GMP, GNU multiple précision, les Haskell, les Julia et les Chapel. Les Julia, Chapel, tout ça sont des langages de programmation et les GMP, c'est les systèmes qui permettent d'interpréter les nombres-là. Les big int permettent de gérer des nombres bien plus grands que les limites des entiers classiques essentiels pour la cryptographie, des calculs scientifiques et les applications nécessitant une précision arbitraire. Planche numéro 44. Les valeurs de ces digits, donc big int, sont stockées dans un tableau, une table, et chaque élément ou membre de ce tableau, chaque digit ou chaque segment, est un entier non signé, en sagne. On avait vu plus loin qu'il y a des nombres signés et des nombres non signés. C'est-à-dire dans les nombres signés, on perd un bit, il y a le bit de l'extrême gauche qui est le représentant du signe du nombre.
Quand le bit est à 1, le nombre est négatif. Quand le bit est à 0, le nombre est positif. Mais ici, avec le big int, tous les nombres sont en size, c'est-à-dire tous les bits sont représentatifs du nombre, font partie du nombre et il n'y a pas de bit de signe. Par exemple, le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pourrait être stocké comme 1, 2, 3, segment 1, 2, 3, 4, 5, 6, segment 7, 89 dans un array avec des digits de 3 digits décimaux. Ces segments sont aussi appelés limb, partie des nombres multiprécision qui tient dans un seul mot machine ou machine word. Donc on a vu que les nombres big int sont stockés pas dans des registres comme tel, mais dans des arrays, dans des tables, avec des tailles définies. Par exemple, le maximum qu'on peut représenter 2 exposants 30, ou 2 exposants 32, ou 2 exposants 64, souvent c'est 2 exposants 30. Alors ces nombres sont représentés des segments, des digits. Ces nombres-là représentent des digits. Par exemple, un digit qui a la valeur 123, un digit qui a la valeur 456 et un digit qui représente la valeur 786. Le tout là, l'ordinateur comprend ça comme le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme on avait dit, ces segments sont aussi appelés limb, partie des nombres multiprécision qui tiennent dans un seul mot machine ou machine word. Un big int, donc grand entier, de 128 bits sur une machine 64 bits nécessitera 2 limbs. Un big int de 256 bits sur une machine 64 bits nécessitera 4 limbs, c'est-à-dire 4 segments. 4 segments ou 4 digits. Planche numéro 45. Principe d'allocation des big int. Comment ces nombres sont stockés dans la mémoire? On peut dire que les clusters de disques HDD et les limbs partagent un principe d'allocation similaire en matière de remplissage. Dans les systèmes de répartition des mémoires ou de gestion des ressources, l'idée est souvent que chaque unité d'allocation, qu'il s'agisse d'un cluster ou d'une limbe, doit être entièrement remplie avant de passer à la suivante. C'est-à-dire quand vous enregistrez par exemple des données dans l'ordinateur, il y a des clusters de taille définie. Quand vous remplissez un cluster et que les données sont beaucoup plus nombreuses et ça ne prend pas, ça ne continue, c'est pas contenable dans un seul cluster, on ouvre encore un deuxième cluster et on continue. C'est comme ça que avec le big int, les choses se passent aussi. Si c'est un petit nombre et que ça peut contenir dans un registre bien un nombre donné là, une taille donnée, on se limite là. Si le nombre est plus grand, que ça nécessite beaucoup plus de réservoirs, d'espace de stockage, on augmente encore des éléments de stockage, des segments, des limbes, on augmente pour que ça puisse représenter le nombre grand dont on a affaire. Donc, dans les systèmes de répartition des mémoires ou de gestion des ressources, l'idée est souvent que chaque unité d'allocation, qu'il s'agisse d'un cluster ou d'une limbe, doit être entièrement remplie avant de passer à la suivante. Cela permet d'optimiser l'utilisation des ressources et de minimiser le gaspillage. Mais si, par exemple, on entre un peu dans les systèmes de stockage dans les disques, si vous avez un fichier qui n'a que 2 caractères et que la taille du cluster est par exemple, disons, 3600 bytes, 3600 caractères, si vous n'avez qu'un fichier de 1 caractère ou 2 caractères, ce fichier-là va occuper tout un cluster. Donc, il y a quand même un gaspillage. Mais plus le fichier est grand, vous arrivez à remplir le cluster et là, le rendement est plus élevé parce que la quantité de données par rapport à la taille du cluster, la quantité de données s'approche de la taille du cluster et c'est quand même bénéfique. Mais quand le fichier est très gros, dans l'ensemble, on épargne quand même des espaces perdus du disque. On évite des espaces perdus du disque parce que la perte du cluster non utilisé sera minime. Donc on peut passer à la planche numéro 46. Planche numéro 46, par exemple, pour un système de 64 bits, un nombre entier très grand, big int, pourrait être représenté par plusieurs digits ou segments, chacun contenant une valeur entre 0 et 2 exposants 30 moins 1. On avait vu que c'est 2 exposants à la base moins 1 pour avoir le nombre le plus grand qu'on peut représenter dans ce système-là. Donc, avec le big int, on avait vu que chaque cluster, chaque unité d'allocation peut contenir un nombre d'une valeur jusqu'à 2 exposants 30. Donc le nombre qu'on peut représenter là-bas c'est 2 exposants 30 moins 1
qui est 1 milliard 073 741 823. C'est le nombre maximal qu'on peut représenter dans un segment. Et tous ces nombres-là ne représentent qu'un digit. Mais puisqu'il n'y a pas de caractère pour représenter tout ça, on garde la valeur de ce nombre comme tel. Par exemple, dans le système hexadécimal, on représente des 15 par F. On a un caractère pour représenter le nombre F. Mais avec le Big Int, on n'a pas de caractère, on n'a pas de symbole pour représenter tous ces digits-là différents. C'est comme ça qu'on représente le nombre avec leur valeur. Si c'était en hexadécimal, on allait représenter les F, au lieu de le représenter par F, on allait le représenter directement par 15. C'est la même chose ici. Au lieu d'un caractère spécifique pour représenter le nombre 1 milliard 73 741, on considère le nombre là comme un bloc, comme un digit unique, mais là on représente sa valeur numérique au lieu de le représenter en symbole. Donc ces digits sont combinés pour former le nombre entier complet en utilisant la base appropriée 64 ou 32 de la même manière que les nombres hexadécimales ADF auraient été représentés avec le segment 10, parce que 10 c'est l'équivalent de A, 13 c'est l'équivalent de D, 15 c'est l'équivalent de D. Donc si c'était des big int étaient des nombres hexadécimaux, au lieu de représenter par exemple le nombre ADF, on allait le représenter par 10, 13, 15, avec la valeur que les digits représentent au lieu de le représenter par des digits symboles. Donc 10, 13 et 15 représentant les digits du nombre hexadécimal ADF. Il est temps, le temps imparti pour notre programme est terminé. La prochaine fois, on va voir le principe de calcul d'un big int. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi. J'espère que vous avez compris parce que c'est un sujet très difficile. Quand même, on essaie de débrouiller pour essayer de le faire comprendre. La prochaine fois, on va parler des principes de calcul d'un big int. Après ça, on va continuer avec les sortes. Et puis, nous vous invitons à être réguliers, à suivre nos émissions. C'est tous les jeudis et les mardis à partir de 10h. Et la rediffusion, c'est mercredi et dimanche. Alors, il faut nous écrire, nous faire part de vos avis et considérations, les critiques, les commentaires, tout ça, et de vos desiderata. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quelle manière? Qu'on explique plus, bien qu'on mette des images? Ça, c'est à vous de préciser. Et nous nous limitons là-bas aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine et nous souhaitons toutes les bonnes choses. À la prochaine. Ciao. RTVE, Radio-Télévision La Voix de l'époux, première chaîne de la révélation. RTVE, tout un programme.